Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle masterclass du low-code. Alors, je suis très content d'accueillir Sébastien Lepelletier. Bonjour Sébastien. Salut Nicolas. Alors Sébastien, pour moi, c'est l'exemple même du citizen dev, un peu faux citizen dev. Je commence à le dire de suite parce que quand Ouais. même, tu as un background qui n'est pas quelconque et tu vas nous en parler. Donc l'exemple qu'on aimerait tous avoir du citizen dev qui finalement est côté métier, connaît parfaitement bien le besoin du métier, voit le besoin en évolution SI et n'arrive pas à se satisfaire des solutions sur le marché et décide finalement de faire tout seul quelque chose, avec le soutien de ta hiérarchie, bien évidemment. On ne va pas parler de Shadow IT aujourd'hui du tout, pas du tout. Il y a un contexte, je ne sais même pas si on arrivera à passer le temps, parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est génial, et on va essayer de se timeboxer à 30 minutes. Mais un contexte sécurité, un contexte de pattern SI qui est quand même très poussé de ton côté. Et tout ça, tout ce que tu as fait en low-code va vraiment rentrer là-dedans et va vraiment servir tout ton service et bien au-delà, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu tout le monde qui est en train d'utiliser cet outil. Ça, c'est mon petit teasing. Du coup, Ouais. j'ai fait un petit teasing aussi un peu putaclic. Je suis désolé pour ceux qui l'ont vu un peu comme ça peut-être sur LinkedIn, mais tout ce qu'on va dire est vrai avec Sébastien. Donc, Sébastien, aujourd'hui, il travaille chez Coopérative U. Coopérative U, c'est Système U, mais depuis le 1er janvier 2025. Ouais. Tu es chef de projet. Avant ça, je te parle de ton background. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te Bien plaît? sûr. Alors, tu as des études de médecine qui t'orientent vers la médecine. Tu as travaillé dans plein de choses différentes, du scanner, je crois, pour Mercedes-Benz, Ouais. 14 ans chez Vinci à l'étranger, et puis aujourd'hui chez Coopérative U. Exactement. Ça. Exactement. Effectivement, j'ai commencé par des études de médecine où ils n'ont pas voulu de moi, ça tombait bien. Et puis j'ai tout de suite entamé des études informatiques en dev. Donc j'ai un background de développeur avant toute chose. Faut pas, c'est très important pour la suite. J'ai ensuite fait effectivement travailler dans un centre de radiothérapie pour combattre le cancer du sein, donc pilotage d'un accélérateur de particules. C'était une mission assez rapide et je suis tout de suite rentré après dans des groupes un peu plus forts. Pour aller rapide, j'ai bossé 7 ans et demi pour Mercedes-Benz pour informatiser des concessions Mercedes dans l'ouest de la France. Et suite à ça, je suis passé dans une SS2I pendant 2 ans et demi en tant que directeur technique. Et c'était pas bon trip, tout simplement, voilà. Et j'ai intégré Vinci, où ils sont venus me chercher pour organiser une équipe de dev pour l'international. Et j'y suis resté pendant 14 ans. Au bout de 14 ans, moi, j'ai fait le tour, j'avais plus beaucoup d'intérêt et j'avais envie vraiment de faire autre chose. Le développement, ça me passionnait plus trop. J'avais plus envie de faire de la ligne de code là tout le temps. Puis partir à l'étranger, c'est bien, mais bon, quand tu es jeune, ça vaut le coup. Quand tu commences à avoir un peu plus de balai, c'est un peu plus compliqué. Et puis, je me suis dit, bah écoute, la grande distrie, j'ai jamais fait. Ça m'a toujours un petit peu fait peur en disant, voilà, ils vont te bouffer, voilà, c'est compliqué. Je dis, écoute, bah, moi, j'ai envie de faire ma propre expérience et je suis rentré chez Système U, donc il y a 2 ans et demi maintenant. Top. Mais pas pour faire de l'informatique. Non, c'était pas pour faire l'informatique, c'était pour gérer de l'informatique. On change pas le code naturel quand même. Mais c'était pour être vraiment chef de projet, pour organiser des créations ralliements de magasins. Donc c'est pas vraiment de la chefferie de projet comme on l'entend avec des ROI, avec tout le suivi de la chefferie, c'est plus de la coordination de projet. Oui. Et là-dessus, on était 6 quand je suis rentré, on est 10 maintenant. Donc on a augmenté en puissance aussi, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais voilà, je suis rentré là-dedans et d'emblée, on m'a dit, tu as quand même un background de dev et ça serait bien quand même, on a un outil, on a mandaté un prestataire pour nous faire une proposition d'un outil et on aimerait avoir ton œil externe, savoir ce que tu en penses. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu tout ça et puis je ne sais pas si je peux nommer l'outil d'ailleurs, voilà. Ça s'appelait monday.com et après un mois de triturage dans tous les sens par rapport à l'outil, je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. J'arrivais pas à modéliser ce que j'avais en tête. Donc je rappelle l'outil qui a été développé qui s'appelle Project for You,
C'est un outil de gestion de projet à la façon MS Project de chez Microsoft, mais avec beaucoup plus vraiment une idée de progiciel, vraiment à la façon dont nous on a besoin en interne. Et Juste comme ça, je t'interromps, mais on vient de parler de deux monstres quand même, hein. Monday.com, qui n'est pas la petite start-up du coin, hein, et non. MS Project, qui est le b.a.-ba de l'outil de tout chef de projet depuis plusieurs décennies quand même. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'avais l'habitude de travailler un petit peu avec Microsoft Project, mais effectivement, ça répondait bien à la demande de ce que j'avais chez Vinci. Là, chez US, ça n'a rien à voir. On a besoin de gestion, on a des process avec des tâches bien organisées, avec des interventions pour chaque périmètre, que ça soit sur de la partie réseau, la partie serveur, la partie Wi-Fi, la partie caisse, la partie télécom, qui est un gros monstre aussi chez nous. Et on avait besoin vraiment d'un outil à façon. Cet outil à façon, je ne me suis pas lancé dedans comme ça. Même avec Monday, j'avais déjà commencé à faire une analyse. L'idée, c'est pas de partir à fond les ballons dans un truc, parce que c'est clair qu'on va au clash. Donc, mon background fait que j'avais un peu de vécu, et pour moi, un bon projet, c'est 80% d'analyse et 20% de dev. 20% de dev, après, ça peut être du dev avec n'importe quel outil, hein. Là, nous, on a fait le choix, enfin, j'ai fait le choix, parce que on m'a laissé carte blanche, et là, merci à ma direction pour m'avoir laissé les mains libres. On avait aussi des besoins de travailler en SaaS. On ne voulait plus un vrai serveur à gérer, manager les backups, les sauvegardes et tout ce qui va bien. Donc on voulait du SaaS. Forcément, financièrement, on voulait quelque chose qui ne coûte pas trop cher non plus. Parce que un moindre serveur, aujourd'hui, c'est 15 000 € rien que pour l'achat. Sans compter la maintenance, sans compter tout ce qui va derrière. Sans compter la partie soft, la partie logicielle, la partie dev. Juste matériel. Donc nous, on voulait s'affranchir de ça, et on n'avait pas de développeur en interne. Voilà. L'idée, c'était pas de faire de développement. On n'a pas de codeur. Et mon métier, encore une fois, c'était pas de développer quoi que ce soit, c'était d'utiliser quelque chose qui n'existait physiquement pas chez nous. Si on fait un arrêt là-dessus, donc toi, aujourd'hui, tu as un filiale qui est UTech. Ouais. Vous avez, donc je parlais de contraintes. Moi, de ce que tu m'as dit, vous avez fait le choix de passer vers le cloud depuis assez longtemps, et dans une forte politique cloud. Oui. Tu viens de parler du coût du serveur, etc. Mm-hmm. On parle de la maintenance aussi derrière, après de la gestion du legacy et compagnie. On connaît tout ça. Il y a aussi une notion de sécurité qui est extrêmement forte chez Système U, chez Coopérative U. Avec des magasins, alors je m'ai arrêté très très vite parce que tu m'as dit que certaines choses, et je ne sais pas trop ce qu'il faut dire ou pas, mais les magasins sont en autarcie complète. Exactement. Et les pentests qui ont été faits, voire là où les rares attaques qui ont vraiment eu lieu, sont cassés les dents parce que vous avez des pare-feux dans tous les sens. Oui, tout à fait. Patterns sécu qui sont extrêmement avancés, quoi. Tout à fait. Il faut savoir qu'on est effectivement en full réseau interne, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout exposé sur l'extérieur, on est tout en interne, tous nos magasins sont reliés sur un DC en interne chez nous, sur un réseau privé, purement privé. On a des liens sécurisés privés, on a du FTTO chez nous, si pour ceux que ça parle. Donc c'est des réseaux d'interco privés chez différents prestataires. On met pas tout dans le même panier non plus. On utilise de l'internet grand public aussi, mais uniquement pour la partie hotspot client, qui est sur un réseau séparé, qui est virtualisé, qui est séparé. Et oui, on est vraiment sécurisé de notre côté. On a fait nos preuves, hein. On a été plusieurs fois tentatives d'attaque qui ont échoué, heureusement pour nous. Mais même pendant ces attaques, nos magasins, ils ont continué de tourner, nos clients étaient toujours dans le magasin, et ils pouvaient toujours payer au niveau de leur caddie sur toutes les caisses de France et de Navarre. Donc de ce côté-là, on est vraiment bien blindé. Et petite parenthèse, les outils qui ont été utilisés, je vais les nommer clairement, ça va être très rapide, Xano et WeWeb, ont passé tous les tests, tous les mind tests de sécurité, tous les audits qui ont été faits avec des audits externes, pas uniquement des audits en interne chez nous, avec des prestataires externes, et ils sont passés, mais allez, two finger in the nose, on va dire. Voilà. Donc j'étais accompagné justement par ces deux éditeurs qui ont vraiment joué le jeu
et qui sont vraiment apportés à l'écoute de chaque utilisateur. Moi, je suis pas un cas particulier parce que j'ai d'autres personnes avec qui je suis en contact qui ont les mêmes références et qui ont les mêmes retours. Oui, tout à Donc, fait. ils ont leur certification et ils ont fait l'épreuve et ils ont vraiment. On avait des contraintes qui étaient assez fortes. On leur a donné un cahier des charges qui était fort et ils l'ont respecté, mais même plus que ça. Top. Donc, On va revenir rapidement là-dessus. Pour ceux qui nous ont rejoints, qui nous écoutent, on va aussi essayer de garder 5 minutes à la fin pour montrer cet outil, hein, concrètement, de quoi on parle, qu'est-ce qui a été développé, qui est assez bluffant, hein. Ceux qui ont envie de recréer leur propre outil de project management, jamais tu te dis que tu vas le faire face à des monstres, et puis finalement, ben peut-être que si. Mais dans ce contexte, voilà, moi je voulais souligner ce contexte-là. Attention, quand on parle de Citizen Dev, très rapidement, on va se dire, ce qui est fait, c'est pas sérieux. Ce qui est fait, si c'est sérieux, ça va ouvrir des failles de sécurité parce que la personne n'est pas développeuse. Alors toi, tu as cette expérience de oui. ce passé-là, cette expérience pour toi de développement quand même, avec les bons patterns, la bonne approche des choses. Mais c'est aussi des outils qui vont permettre de faire des choses sérieuses. Donc là, on est sur du Citizen Dev parce qu'en fait, il n'y a pas de développeurs chez vous. Non. Mais les développeurs n'auraient pas franchement fait mieux dans tous les cas, à mon avis. Et on est sur quelque chose, en tout cas, de particulièrement robuste, sérieux. Voilà. J'en profite pour montrer qu'on est bien en live, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui disent bonjour sur le chat. Oui, Donc, salut Xavier. De toute façon, on va parler de toi, Xavier. ouais. On t'a pas invité, mais bon, on va parler de toi quand même. Marie, Alexandre, François, Laetitia, Isabelle, bonjour à tout le monde et merci de nous suivre. Alors, du coup, je remets la situation. Tu as rejoint Système U, Coopérative U, pour gérer le déploiement de magasins. Ouais. On ne parle pas de un magasin par-ci, par-là. Hein. Non, on parle de 1800 points de vente aujourd'hui. 1800 points de vente et combien de nouveaux chaque année? C'est pas mal. Hein. Alors, quand je suis arrivé, donc il y a 2 ans et demi, on était à peu près à 120, 140 projets à l'année. Là, cette année, on est déjà à plus de 300. 300 nouveaux magasins installés, quoi. Ouais. Et tu m'avais dit, si je ne me trompe pas, parce que je me suis peut-être trompé d'un zéro, mais une installation de magasin de ton côté, c'est 250 intervenants, c'est ça? C'est, ouais, tout confondu, tout corps de métier confondu, c'est à peu près ça, 250 personnes qui travaillent sur le projet, que ça soit sur le facing pour remplacer les enseignes existantes par la nouvelle, que ça soit sur le remplissage des rayons, la remise en forme des rayons, la partie infra qui est une grosse partie aussi, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de corps de métier. Tu as des électriciens qui sont là, tu as aussi des grosses œuvres. On en profite généralement pour refaire du carrelage, pour refaire tout un tas de choses. Donc nous, moi je ne gère pas cette partie-là, je ne gère que la partie IT, que la partie vraiment informatique. Mais l'informatique, ça va jusqu'à la gestion de la caisse, des tapis roulants sur les caisses. Hein. Ça va jusque ça. Donc oui, c'est à peu près ça, 250 personnes quand on a géré une ouverture. Ouais. 250 personnes, en gros 200 magasins à déployer dans des contraintes assez fortes, hein, parce que je crois que le timing, vous n'avez pas 18 mois pour déployer un magasin. Hein. Alors, un projet, il y a plusieurs types de projets. Tu as des projets qui sont effectivement de création en ralliement, qui est donc notre cœur de métier, où là, c'est des projets qui peuvent prendre 1 an. Entre la première demande de l'associé, parce que je rappelle que ce sont des associés chez nous et pas des franchisés, c'est bien des associés. Et entre la première demande de l'associé qui dit voilà, moi j'ai un projet de création, de reprendre ce magasin, de faire quelque chose, jusqu'à l'ouverture définitive, ça peut aller jusqu'à 1 an. Donc c'est des projets qui sont dans notre panier de déploiement qui peuvent durer très longtemps. La phase d'un développement, au départ, il y a plein d'activités. Après, c'est un peu calme plat avec un peu d'organisationnel, mais ça va. Et puis, on va dire à peu près 10 semaines avant l'ouverture, là, c'est le grand rush. Là, oui. Ça part dans tous les sens et il faut tout gérer, tout coordonner, les formations et tout ce qui va derrière. Ok. Voilà. Top. Et on a des petits projets. Ça peut être simplement une extension d'un magasin, ça peut être un rajout d'un drive dans un magasin existant. Bon, là, c'est des petits projets, c'est plus rapide, il n'y a pas beaucoup de charges, mais il faut quand même les maintenir malgré tout. Et il faut assurer la date. Quand on dit, voilà, ça ouvre le mardi à 8h30, les clients, à 8h15, ils sont déjà avec le caddie juste devant la porte et ils attendent que ça ouvre. Si on n'ouvre pas, on n'est pas là au rendez-vous, là, c'est une perte sèche et le client, il ne reviendra pas. Donc, ouais. On a des contraintes. Tout est prêt et que la caisse n'est pas prête, ça pose problème. Ouais. Non.
Donc, on est vraiment dans ce contexte-là. On n'est pas dans une entreprise industrielle dans le sens où il n'y a pas d'usine. Pour autant, on est aussi sur des process industriels dans le sens où on n'a pas le droit de se rater, quoi. Enfin, c'est Exactement. un client, il y a du vrai timing. Et c'est pas de l'IT où on peut se permettre 6 mois de retard parce qu'il y a une Non. refactor à faire, une montée de version qu'on n'a pas vue ou quoi. Ok, il faut être exact dans le pilotage projet. Donc, je surveille l'heure parce que j'ai tendance à beaucoup Oui. parler. Coupe. Donc, contexte, tu arrives là, on te dit il faut piloter des projets, il y a une équipe, tu fais partie d'une équipe. Oui. Un gros logiciel qui est poussé avec un appel d'offres qui a été mené. Oui. Là, je la fais courte, je te court-circuite. Vas-y. Mais pour correspondre exactement pile poil à ton besoin, l'intégrateur te dit mais en fait, il faut remettre l'argent sur la table. Et là où tu prends un outil pour faire 90% de ton besoin et 10% spécifique peut-être, ça s'inverse complètement. Complètement. 90% doit être fait en spécifique et on n'utilise plus que 10% du nominal du produit, quoi. Et on nous annonce un petit budget de 350 000 € à mettre sur la table pour pouvoir faire tout le spécifique et répondre à notre cahier des charges qui est super précis. Voilà. Boum. Donc là, on se dit, il serait peut-être trouver une autre solution. Ouais. C'est là que commence ton aventure no-code, low-code chez Coopérative. Exact. Tout à fait, c'est exactement ça. Quand moi je donne le coup près, je dis bah non, monday.com, ça ne fonctionne pas. Il me dit ouais, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et là, par défaut, moi j'avais déjà cherché quelques trucs, j'avais déjà été voir un peu ce qui existait, parce que comme encore une fois, je ne voulais plus développer. Je dis bon, moi, ça fait quand même pas mal d'années que je cherchais des outils visuels pour faire du développement. J'avais un peu de passif de PHP, MySQL et tout machin, tout ce qui va bien. Et je voulais surtout pas remettre les mains dedans. Et je vois qu'il y a des trucs qui s'appellent le no-code, low-code. Je dis tiens, donc j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à regarder, je me suis inscrit en privé, enfin en public, grand public, sur des Bubble, sur des Zapier, sur tout ce qu'il y avait déjà vraiment sur la toile. Ouais. Et je dis ouais, bon, c'est un peu le bordel. Tout simplement, je dis qu'est-ce que je vais prendre? J'y connais rien, je sais pas. Moi, je vais avoir besoin d'accompagnement. Et là, on avait déjà un petit point d'entrée chez Contournement, donc merci Erwan. Et Erwan me dit, bah écoute, moi j'ai une personne que je connais bien, avec qui j'ai déjà travaillé, qui s'appelle Xavier. Salut Xavier. Et Xavier m'a accompagné pour je lui ai présenté mon projet, avec un cahier des charges bien précis, une analyse fonctionnelle, une analyse technique. J'avais déjà donc un cursus Oracle, base de données assez fort. Et je dis, j'ai déjà fait mon modèle physique. Je dis maintenant, qu'est-ce que j'ai comme outil à disposition pour réaliser et faire ce que j'ai envie avec, et quelque chose qui tienne la route. Et là, Xavier m'a tout de suite orienté vers un front en WeWeb avec une base en Xano qui est un Postgre derrière en SaaS. Voilà. Et il m'a formé. Et le courant est super bien passé entre nous et très rapidement, j'ai pris la main sur l'outil, sur les deux outils d'ailleurs. Et dans un temps record, on a réussi à sortir quelque chose, mais vraiment, vraiment top, quoi. Voilà. Je fais un petit step back parce que Contournement, tout le monde ne connaît pas. Donc, Contournement, c'est un organisme de formation spécialisé no-code, low-code et IA aussi maintenant, avec un super état d'esprit c'est pas du bullshit, quoi. Vraiment, ils savent de quoi ils parlent, avec une approche pédagogique vraiment top. Et aujourd'hui, géré par Erwan, effectivement, vous trouverez facilement sur LinkedIn et sur Internet. Xavier, du coup, c'est un indépendant qui a aussi beaucoup de développement derrière lui, mais qui a vraiment adhéré au no-code, au visual programming, no code, low-code, qui en a fait une expertise. Aujourd'hui, il travaille chez Dataset aussi, ça peut me faire un petit peu de pub. Si vous avez un fonds d'investissement et que vous voulez piloter votre fonds d'investissement, Xavier, en low-code, avec son équipe, il développe l'outil qui permet de piloter les fonds d'investissement. Voilà. Et Xano et WeWeb, donc du coup, qui sont deux stacks de cet écosystème low-code dont on parle souvent, qui ne sponsorise toujours pas cette masterclass, parce que personne ne sponsorise cette masterclass, ce n'est pas le but, mais dont on apprécie beaucoup parler, parce que ce sont de super outils. Donc là, tu as été conseillé, formé, tu vas te faire accompagner pour mettre en œuvre. Moi, ce que tu m'as dit, c'est que finalement, déjà, attention, pour toi, c'est un side project. Donc, tu n'as pas 8 heures par jour à consacrer ou 10 heures par jour à consacrer à ce projet, tu le fais en parallèle.
Ah oui, oui, tout à fait. On m'a alloué du temps, ma direction m'a alloué un petit peu de temps dans mes journées pour pouvoir taper dessus. Mais mon cœur de métier, c'est pas, encore une fois, c'était pas de sortir, de pondre un outil, de faire du développement et de mettre des outils en place rapidement. L'idée, c'était malgré tout d'ouvrir des magasins. Donc sur mon temps, ouais, j'avais à peu près un grand maximum 50% de mon temps alloué à faire de l'étude, du process et du dev. Et je dis bien du dev parce que le no-code reste malgré tout du développement, même si c'est du développement visuel, c'est quand même du développement. Et là, effectivement, la réussite du projet, elle est basée sur quoi? Parce que c'est ça qu'il faut, je pense, Tout à aujourd'hui fait. bien appuyer, c'est sur une analyse. Je suis pas parti comme ça, la fleur au fusil, dit bon bah voilà, j'ai un truc et dans une semaine je sors un truc et ça va marcher et puis on verra. Je ne pouvais pas embarquer la société dans quelque chose de sans pérennité, donc c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir des acteurs et des, des outils à disposition qui tiennent la route. Je voulais pas une start-up qui, dans 6 mois, va dire, bah écoute, non, bah écoute, la start-up, elle est morte, elle a lâché, il n'y a pas ses clients, c'est au revoir. Je ne pouvais pas engager des fonds, même s'il n'y avait pas beaucoup de fonds, je ne pouvais pas m'engager là-dedans, Ouais. c'était de la perte sèche. Donc, il me fallait une pérennité. La pérennité, on me l'a assuré. On m'a dit, attention, WeWeb et Xano, c'est pas des novices, ça fait déjà quand même quelques années qu'ils sont sur le marché, ils ont un bon paquet de clients, on part en toute sécurité. Je ne parle pas de sécurité informatique, mais de sécurité commerciale. Hein. Donc ça, c'est OK. Derrière, quand on lance un projet de ce type, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on veut. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, et après, on va dire avec quoi je vais y aller. Et c'est là que l'outil, en fait, c'est un outil. C'est pas le cœur c'est pas le cœur de la réussite. Un outil, on peut très bien développer avec n'importe quel outil, à condition de connaître les limites de l'outil. Ouais. Quand j'ai commencé avec Monday, qu'on m'a mis entre les mains Monday.com, bah, au bout de 15 jours, les limites, je les avais déjà trouvées, les limites. Et quand on parle d'un truc qui va marcher super bien, qu'on te vend un peu mondes et merveilles, mais qu'au final, en grattant très rapidement, tu te rends compte que l'outil est limité par un tableau à 100 000 enregistrements, bah, tu te dis, waouh, moi j'ai fait mon analyse de charge, je regarde le nombre de tâches que j'ai par projet, le nombre d'interventions, et j'arrive en un an à peut-être 2 ou 3, entre 2 et 3 millions d'enregistrements. Donc je dis là, c'est pas possible. Je dis quelle solution vous pouvez apporter? Et là, ils me disent, bah en fait, il faut faire multi-tableau par 100 000 enregistrements. Et je dis non, hors de question. Je dis, moi, je vais avoir des KPI, je vais avoir des sorties, le nombre de créations dans l'année, le nombre de fois où j'ai ouvert un Usterbox. Usterbox, c'est le serveur du cœur de métier. J'ai besoin d'avoir des données en un seul endroit. Et quand tu as l'habitude d'être avec une base de données sous Oracle avec des millions et des millions d'enregistrements et qu'on te dit, bah non, je t'ai limité à 100 000, bah, je dis, bah au revoir. Moi, je peux pas. Je peux pas avoir cette limitation-là. Ouais. D'autres outils no-code ont les mêmes. Et c'est pour ça que Xano a répondu réellement à la demande, parce que Xano, bah, techniquement, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Ah, si on creuse bien, il y en a, moi j'en ai quelques-unes en tête, mais effectivement, Oui, ils repoussent très très loin les limites, elles sont très comme, très loin. comme tout, faut pas oublier que le Postgre, c'est le petit frère d'Oracle. Hein. C'est exactement la même chose. Oracle, des millions et des millions d'enregistrements, il sait le gérer avec des temps de réponse, mais qui tiennent la route. Je rappelle encore une fois, quand j'étais chez Vinci, il y a 3 ans maintenant, on gérait de l'automatisation, des process d'automatisation. Il y avait des automates qui étaient derrière, branchés sur une base de données. Les réponses, c'était à la microseconde. Il fallait, quand on définissait une fermeture d'une trappe sur une benne, il fallait que quand on donne l'ordre, la trappe se ferme immédiatement. On ne pouvait pas attendre 10 secondes que ça se ferme. Sinon, les produits, ils étaient tout mélangés, ce n'était pas possible. Bien sûr. Donc, et là, aujourd'hui, bah, Xano est capable de répondre à la même chose. Je voudrais qu'on passe assez rapidement maintenant Oui. sur l'outil hein, pour montrer Ouais. cet outil-là. C'est vrai Juste qu'il avant cette y a bascule, moi, déjà. il y a 2 points par rapport à ce que tu dis. D'emblée, hein, je dis, tu n'es pas le citizen dev lambda puisque en fait, tu es hyper calé en informatique, que tu as fait du dev, que tu as plus envie de développer et que tu as trouvé un moyen de ne plus développer et rester sur la quintessence du dev, c'est-à-dire
apporter une solution. En fait, Oui. tu apportes une solution informatique. Tu as fait un POC, tu m'as dit en une semaine, vous avez réussi à vous convaincre que c'était la bonne direction, convaincre ta direction à toi d'ailleurs, la direction Ouais, générale derrière, et en 6 mois, ça a été développé pour un outil qu'on va justement voir là rapidement. tout à fait. Ouais, je vois une question sur comment faire le benchmarking des outils low-code. Ouais, je veux revenir là-dessus, c'est-à-dire que tout le monde, loin de là, n'a pas tes compétences en informatique, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que c'est limité justement aux gens qui, comme toi, maîtrisent tout sur le bout des doigts. Il y a, il y en a Oui. qui ont très hâte de voir l'outil, effectivement. Euh, il y a aujourd'hui des conseils qu'on peut aller trouver sur le marché. Alors, n'hésitez pas à me demander aussi parce que rapidement, je vais aussi lancer une offre autour de ça, ça c'est sûr, il y a une telle demande. Il y a aussi Torero qui existe, on a parlé de Xavier Agapé, il y a des gens comme Contournement qui sont capables de vous orienter. Mais voilà, toi, le travail que tu as fait, que tu as largement prémâché, c'est du travail qui peut être fait aujourd'hui avec des consultants qui vont se trouver sur le marché, qui vont Tout à permettre fait. de prémâcher ce travail. Et ce travail, il va être prémâché pour faire du développement, que ce soit visuel ou pas visuel. En fait, c'est après, comme tu dis, l'outil, c'est après qu'on le voit finalement. Mais poser ton modèle physique de données, poser tes contraintes, voilà, ça peut être fait. Et le point clé dans ta décision, je trouve, ça a été, comme tu as dit, de te rendre compte des limites de l'outil qui était choisi jusqu'à présent Mm. et de ne pas accepter cette fatalité de devoir repartir dans un projet IT cher et Ouais. long. Voilà. Tu aurais pu, hein, moi je suis convaincu que Ça aurait pu, l'intégrateur demandé aurait fait quelque chose qui aurait tenu la route, bien mais sûr. dans un délai long, avec un coût assez exorbitant, tandis qu'aujourd'hui, tu payes 6 000 € de licence annuelle. Et Exactement. C'est ça. On est d'accord. C'est 6 000 € entre Xano, WeWeb. J'utilise du Make également et du Fill-Out pour faire des formulaires. Mais c'est 6 000 € à l'année. C'est pas plus. Voilà. Et j'ai 150 utilisateurs derrière. On a commencé avec 8. Hein. Aujourd'hui, au bout de 3 ans, on est à 150 derrière et c'est pas fini. J'ai encore fait 3 enregistrements ce matin. Donc voilà. Pour moi, l'argent, c'est une chose. J'entends des coûts exorbitants sur des solutions no-code qui au départ sont pas chères et puis au final dès qu'on commence à augmenter un peu en puissance, c'est multiplié par 10. Non, je suis pas d'accord sur ça. Je pense que il n'y a pas besoin de mettre des usines à gaz en place si c'est bien pensé au départ. Moi, je savais exactement ce que je voulais. D'où ce que je te disais tout à l'heure, hein, l'analyse du besoin, elle est primordiale. Si on ne sait Oui, pas ce qu'on veut, on pourra faire tout et n'importe quoi, ça ira forcément au clash. exactement. Il faut savoir ce qu'on veut, et c'est là où des organismes comme Contournement ou d'autres, j'en connais pas d'autres forcément, je suis plus au fait que moi, mais moi j'ai pas eu besoin, donc j'ai pas été chercher, mais les personnes qui ont besoin de soutien, d'aide, avant de dire on va développer quoi que ce soit, il faut ne pas hésiter à demander à des spécialistes, à des personnes qui connaissent. Bon, attention, il y a aussi des charlatans, Ah oui, mais il y en a beaucoup aussi. Donc, il faut pouvoir trouver les bonnes personnes pour pouvoir faire l'étude du besoin, pour canaliser ce besoin, bien le cerner, et ensuite vient le choix de l'outil qui va forcément en découler. tout à fait. On va basculer sur la présentation de l'outil, enfin Ouais, l'explication de l'outil simplement. ouais. Alors, je vais tenter une manœuvre Allez, de vas-y. mon côté. Hop, excusez-moi pour ceux qui regardent en direct. Euh, Hop, voilà, normalement. Bon, la présentation, je te tease un peu, la présentation, c'est pas le live en direct parce que j'ai des données qui sont hyper confidentielles dedans. Donc, il a fallu que je fasse des captures d'écran pour flouter un peu toutes les parties que je ne voulais pas faire apparaître sur le grand public. Mais voilà, après la connexion, l'identification de connexion, on arrive sur un tableau de bord de ce style qui présente tous les projets par rapport à chaque chef de projet. Quand on voit SLE en haut, par exemple, ce sont mes initiales en tant que chef de projet. Et voilà, ça, c'est les projets sur lesquels je travaille actuellement. Il y a des petits KPI en haut à droite qui permettent d'avoir le nombre réel de projets en cours, mes dossiers que j'ai déjà terminés depuis le début de l'année. Il y a des charges de travail, il y a tout un tas de petites choses. Un menu à gauche qui permet de naviguer sur les différentes pages. De mémoire, il doit y avoir à peu près 50 pages actuellement de mémoire. Vache.
Ok. Donc ça fait 50 écrans à gérer. L'avantage de WeWeb, c'est que quand on fait une action, on peut faire des fenêtres qu'on récupère sur d'autres écrans, donc c'est vachement bien. On gagne Mm. énormément de temps. Si tu passes sur le deuxième slide, là, c'est par exemple, quand on clique sur un projet, on peut voir le détail du projet. Donc tout ça, bien évidemment, c'est articulé. Hein, ça, c'est le front. Derrière, il y a Xano qui l'appel d'API, qui renvoie les informations et qui les remplit automatiquement dans les cases. On a des raccourcis qui permettent d'aller sur l'écran 3, qui va aller sur le détail de la liste des tâches pour ce projet. Donc, qui sont par périmètre. Là, on a plusieurs périmètres, global, télécom, hotspot. Donc, c'est tous les périmètres de mon projet. Et pour chaque périmètre, on peut avoir la gestion du phasing, qu'on appelle phasing, c'est toutes les interventions qu'on va avoir en magasin. Slide numéro 3, voilà. Où là, on a par périmètre toutes les actions. Et le principe, c'est que quand on crée un projet, on a déjà une base de dictionnaire avec toutes les interventions possibles par rapport liées à chaque périmètre, toutes les tâches qui sont liées à chaque périmètre. Quand on crée le projet, le moule est déjà renseigné. Il y a déjà toute la partie gauche que vous voyez sur l'écran, c'est déjà renseigné. Et on a juste à mettre les dates qu'on a envie de voir pour mettre à quelle date ça doit être réalisé, sachant que l'outil, comme nous on travaille beaucoup en rétrophasing, on a la date d'ouverture d'un magasin, on appuie sur un bouton rétrophasing et la colonne des dates calculées, dates rétro, sont automatiquement renseignées, ce qui permet au chef de projet de se positionner, de savoir à quelle date, par exemple, la création du support de ligne R1 FTTO, à quelle date la date butoir pour pouvoir assurer le projet, à quelle date ça doit être renseigné. Là, on voit que le 25/4/2025, on doit impérativement avoir notre ligne de support création de FTTO renseignée. Donc, dans l'exemple qui est donné, on ne l'aura pas. Ça, c'est clair. Donc, il faut qu'on trouve une solution de contournement pour pouvoir ouvrir notre magasin. Voilà, ça c'est la partie. Ensuite, on a une partie prestation. L'outil permet de gérer tous nos prestataires et de voir combien va coûter notre projet au niveau interne. Je ne parle pas de nous, ce qu'on va facturer à l'associé, mais ce que nous, ça va nous coûter chez UTech. On a la partie satisfaction client, donc on va suivre nos prestataires avec des études de satisfaction, savoir si l'associé est satisfait. Donc tu dois avoir un slide là-dessus aussi, je crois. Voilà, sans enquête de satisfaction. Pour chaque intervention, on a automatiquement ça qui est préenregistré, il n'y a plus qu'à renseigner les valeurs de satisfaction. Et l'idée, c'est que ces satisfactions, derrière, on va avoir un KPI qui dit à l'année, on va avoir, ça sera un autre écran, Nicolas. Ouais, oui, c'est plus tard, on verra plus tard. C'est l'autre d'après. Je tease un peu sur l'autre d'après. Ça, c'est la partie matérielle. On gère aussi le matériel qu'on doit mettre en magasin. Donc là, c'est un exemple. On a des bornes de prix, on a des PC et des PDA. On a les quantités et on sait quel modèle on va avoir dans le magasin et qu'on a la quantité, savoir derrière si ça a été livré, pas livré, expédié, installé, etc. On gère également, ce que toi, tu ne verras pas là, c'est la partie du pointage. Si j'ai dû te le mettre aussi, je pense. J'ai dû te mettre la partie pointage, voilà. Chaque chef de projet va travailler sur son projet, mais aussi sur ceux de son copain. Et ce qui permet de pointer en temps réel, de dire, voilà, j'ai pointé, j'ai travaillé 15 minutes sur ce projet, et sur quoi? Sur l'expression de besoin, ou du suivi de dossier, ou il y a d'autres, là c'est un projet qui est en cours, donc il n'y a pas encore, mais après, combien de temps on a passé sur un REX, combien de temps on a passé sur la partie facturation, etc. L'idée de tout ça, c'est que toutes les semaines, on a des reportings d'équipe à tenir pour vérifier que chaque équipe a bien dans son background toutes les interventions à venir. Là, donc, par exemple, le point réseau qu'on fait tous les jeudis matins, on va parcourir tous les projets de tout le monde et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qui est prévu, est-ce qu'il y a bien un technicien qui est en face, on va gérer les intervenants. On a une partie commentaire avec des petits blocs-notes qu'on vient mettre sur chaque intervention ou chaque projet ou chaque tâche, qui va permettre, quand on le renseigne, un chef de projet vient le renseigner dans son interface, ça apparaît également sur un reporting d'équipe. Pour information, on a à peu près gagné, grâce à ça, cette partie de gestion de reporting dans Projet for You, on a à peu près gagné 4 heures hommes par semaine. Donc à l'année, ça fait beaucoup de chiffres. Et surtout qu'on n'a plus besoin d'être à 8 développeurs ou 8 chefs de projet, pas de développeurs, pardon, 8 chefs de projet
pour animer la réunion. Il y en a un qui est là, qui va animer, et comme tous les commentaires, chaque chef de projet a mis ses commentaires, il peut animer sa réunion et poser des questions en temps réel sur les problématiques rencontrées. Donc on a un reporting qui a été généré automatiquement pour chaque prestataire. On a l'idée, c'est quand même d'avoir aussi des KPI. L'idée, c'est d'avoir un suivi et savoir ce qui va se passer dans le futur. Et le futur, là, ça c'est l'exemple typique, le KPI de charge de travail. Là, c'est pour toute l'équipe, toute mon équipe. On voit la charge pour l'année à venir, pour toute l'année, par rapport aux projets qui vont s'ouvrir et par rapport à ce qui est déjà dans les tuyaux. On a une charge de travail, donc là on voit la partie verte qui correspond aux interventions et la partie bleue qui correspond aux tâches associées. Donc on voit par exemple que la semaine 13 2025, la charge va commencer à être un peu forte. Donc il va falloir peut-être mettre plusieurs personnes sur les mêmes projets pour qu'ils puissent se seconder et absorber un peu de cette charge. Là, c'était les KPI qualité. Tout à l'heure, on disait qu'on faisait chaque prestataire, on les évaluait. Là, on voit exactement par périmètre, par équipe. On a fait un top 10 dessus, parce qu'il y en a beaucoup, pour savoir qu'est-ce que ça donne au niveau de la qualité. La partie réseau, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et on a par périmètre, on suit les top 1 avec le nombre d'échecs qu'on peut avoir, où l'idée, c'est pas de fliquer les personnes, mais c'est simplement d'améliorer nos process pour que si on rencontre une erreur, que demain, on la reproduise pas et qu'on soit de plus en plus efficace. Voilà. Top. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Ça continue d'évoluer, bien évidemment. Un projet de ce style, c'est plus on avance, plus les gens se rendent compte que ça va vite pour développer ou pour mettre en place quelque chose. Ils n'hésitent pas, ils me sollicitent via un fill-out pour faire des feedbacks. Ils disent tiens, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ça. Donc dès que j'ai un petit peu de temps, ça me permet de faire du développement supplémentaire et d'améliorer le process. Merci beaucoup. Voilà. Je rajoute juste un dernier point, puis on va commencer à répondre aux questions parce qu'il y en a au moins une que j'ai sous les yeux. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va rester jusqu'à 14h si vous souhaitez, Max. Mais là, maintenant, ça va être pour répondre aux questions. Juste ce que je voulais préciser, c'est que tout ça, évidemment, c'est connecté au SI de Coopérative U. Donc, vous êtes sur la suite Google, vous. Mais tout ça, ça va alimenter les outils qui sont utilisés par ailleurs. Ce n'est pas de la donnée qui est seule. On est vraiment sur la chaîne SI. On est dans la chaîne SI de Coopérative U. Complètement. On utilise aussi ServiceNow aussi. Donc, par exemple, toutes les dates, là, quand on vient les positionner, nous, on met simplement une RITM qui correspond à un point d'entrée sur ServiceNow. Et dès que les intervenants en interne chez nous viennent renseigner ou expédier le matériel, nous, on ne vient pas saisir les dates. Les dates, elles sont récupérées via API directement sur ServiceNow qui est connecté et ça vient se renseigner tout seul. Et on voit l'avancement du projet. Et comme on a positionné des dates, si à la date donnée, le truc il n'est pas là, j'ai des alertes qui tombent. Et en permanence, je ne sais pas si on l'a vu, mais sur l'écran principal, par exemple, il y a une petite cloche en haut avec un numéro qui nous donne le nombre d'alertes, le nombre de projets qui sont en alerte ou le nombre d'interventions qui n'ont pas été réalisées en temps et en heure. Ce qui permet de réagir et de faire avancer les choses. Top, merci. Ouais. Alors, on a au moins 3 questions, donc on va commencer les réponses. Première question, donc, est-ce que vous pouvez expliquer ce que cet outil apporte que vous n'aviez pas dans votre outil précédent, sachant que je crois que l'outil précédent, c'était Excel, en fait. C'était un gros sheet, ouais, un gros sheet de 250 colonnes. Ça a donné quoi? Ça donne qu'aujourd'hui, on a des alertes. Je viens juste d'en parler, ça tombait bien. J'avais un petit peu anticipé la question. On n'avait pas d'alerte avant. Si quelque chose se passait mal à la date, il n'y avait pas d'événement, il n'y avait pas de la petite cloche qui vient sonner, qui dit attention, là, il te manque quelque chose. On n'avait pas de tout ça. On n'avait pas non plus... on n'avait pas de la gestion des tâches. On avait, comme tout projet, on a des gestions des interventions, on a des gantes, on a des choses de ce style. Mais on n'a pas les tâches élémentaires, toutes les petites tâches du quotidien qui doivent être faites. Et ces tâches ont permis, par exemple, d'augmenter l'équipe. Tout à l'heure, je parlais qu'on était 6 au départ, on est 10 aujourd'hui. Les nouveaux arrivants, en un mois, ils étaient opérationnels. En un mois, ils savaient déjà quelles étaient leurs actions, qu'est-ce qu'ils devaient faire. L'action 1, qu'est-ce qui va enchaîner l'action 2, l'action 3. Et en plus, on a poussé le bouchon un peu plus, c'est que dès qu'on vient renseigner une date sur l'action 1, ça vient automatiquement faire découler les dates des actions supplémentaires, à quelle date elles doivent se faire. On a des rétro-phasing et on a du phasing normal. Ce qui fait qu'on sait qu'entre la tâche 1 et la tâche 2, il me faut 2 jours.
Là, il va falloir, entre un rapport d'édition initiale et un rapport final, je vais dire une connerie, c'était pas pratiquement 10 jours. Donc, quand on vient mettre la date d'attendue au rapport RI, le rapport initial, le rapport final, ben, on vient positionner la date plus 10. Ce qui fait qu'automatiquement, on n'a pas besoin de se taper toutes les dates à mettre à la main. On en met une et ça va découler derrière. Après, on peut ajuster, bien évidemment. Mais voilà. Et du coup, en termes de calcul de ROI, parce que c'est vrai que les directions générales, des fois, vont te Oui, demander, parce que toi, opérationnellement, tu vas expliquer que ça vous simplifie, donc du coup, que ça va sécuriser les choses. oui. En tant que direction générale, on a peut-être plutôt tendance à entendre simplifier, donc ils vont un peu moins bosser. Euh, on va nous parler de ROI. Est-ce qu'il y a un calcul de ROI qui a été fait, soit en temps homme, soit carrément en euros, quoi? Alors, quand on parle de ROI sur le projet lui-même, le projet Ouais. For You, ou sur le projet de création aliment. Bah, Parce déjà, que, enfin, ce que tu as, si tu as des ROI sur l'un ou sur l'autre. alors, des ROI, pas forcément. Pas forcément, ou je l'entends pas correctement. Tout ce que je sais, c'est que on est passé on a triplé le nombre de projets à l'année et on n'a pas doublé le nombre de chefs de projet. Donc déjà, ça, c'est un premier ROI Tout à fait. indirect. Le deuxième, c'est que au lieu de dépenser 350 000 euros, on dépense que 6 000 euros à l'année. Que nos Et chefs de projet, au lieu de faire de la gestion de coordination, ils font de la gestion d'optimisation de process et d'amélioration continue. Ce qui fait que sur une réunion d'une heure, avant on passait 55 minutes à gérer les dates, savoir si c'était bien ou pas. Aujourd'hui, on passe 15 minutes à gérer les dates et 45 minutes à travailler sur l'amélioration continue. je reviens sur les 350 000 euros économisés. C'est vrai que aussi tu as payé un accompagnement, hein. Oui, oui, Je crois que tu évoquais quelque chose autour de 60 000 euros, il me c'est semble. exactement ça. Et c'est Xavier qui nous a coûté le plus cher dans l'histoire. Ouais, il est hors de prix. Il est hors de prix. Il est hors de prix. Mais Non, ça valait franchement le coup. Franchement, le coup, ça le valait parce que dans les 60 000, il n'y avait pas que Xavier, bien évidemment. Il y a surtout ma formation parce que en tant que développeur, moi, je connaissais pas du tout le code et il m'a accompagné. Il a fait du dev, il a fait du dev aussi. C'est lui qui a sorti le premier POC en une semaine, entre parenthèses, hein, qui était déjà fonctionnel. Il n'y avait pas tout ce qu'on a là aujourd'hui, bien évidemment. Au bout de 2 ans et demi, le produit il a évolué, mais vitesse grand V. Le premier jet, il n'y avait pas tout ça, mais il y avait déjà la gestion des tâches, la connexion, la gestion des tâches, le tableau de bord, qui était plus simple que ça. On l'a très réellement amélioré, mais on avait déjà un outil fonctionnel et nos chefs de projet, au bout de 6 mois, ils ont déjà commencé à remplir des données et à travailler avec. Il n'y avait pas tout, bien évidemment, mais tout était fonctionnel. Et ce n'était pas simplement un PowerPoint qu'on présentait à notre direction. bon, c'est évidemment une boutade de dire que Xavier est hors de prix, hein. Bien sûr, Il est bien sûr, juste bien sûr. très très cher. Non, j'exagère. Non, il a le prix tout à fait du marché, évidemment, mais avec la qualité bien supérieure. Moi, ça me permet de rebondir sur une des questions, hein, c'est un conseil méthodo sur l'analyse des besoins. Moi, je me permets de répondre déjà dans un premier Oui, temps, puis je te laisse répondre si tu le souhaites. Mais faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner. Et globalement, sur ces projets-là, attention, on est sur des projets d'innovation, un peu ou en tout cas de rupture dans la manière de faire les choses. Dans une entreprise aujourd'hui, c'est le make or buy, donc plutôt buy, pardon, pas bike. On va essayer d'acheter parce qu'on n'a pas envie de s'embêter avec des développements custom. Et puis après, si on part vraiment sur le développement custom, ça part sur le développement traditionnel, où moi, dans mon entreprise, on a du mal à ne pas commencer un projet s'il n'y a pas déjà 4 personnes qui sont staffées, parce qu'il va falloir encadrer, il faut l'archive, il faut ci, il faut ci, il faut ça. Tu n'as pas mmh. encore commencé à bosser que déjà, il y Mmh. a 4 personnes qui sont staffées dessus, ça va te coûter une blinde. Faut pas mettre Euh, la charrue avant les bœufs, c'est pas possible, on peut pas faire ça. de quoi? Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, Oui. comme vulgairement, hein, c'est clair. Et, Hein. donc, accompagner ce changement-là, si vous êtes tout seul en interne pour le faire, et c'est du vécu, c'est vraiment compliqué. Ce qui apporte un vrai intérêt, c'est un point de vue externe où vous allez mandater quelqu'un qui va porter cette expertise-là, cette légitimité-là, pour dire: «Attendez, si vous posez un cadre de contrainte où il y a besoin, où on ne peut pas se permettre de dépenser 350 000 €, où on ne peut pas se permettre d'attendre 18 ou 24 mois pour que le projet prenne vie, on a besoin de penser différemment. Mmh. Et il y a des manières de faire. J'ai entendu parler du no-code, du low-code sur LinkedIn, patati patata. Appelez un expert qui va vous montrer, comme le fait aujourd'hui Sébastien. Mais oui, c'est tout à fait à l'échelle industrielle, tout à fait dans les conformes à ce qu'une DSI peut attendre. Attention,
On va pas parler de mi-code parce que sinon on n'a pas fini à 17 h, Mm. mais on peut faire de grosses bêtises, bien évidemment, mais bien accompagné, on peut faire. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller chercher un tout petit peu d'aide pour commencer et d'investir au départ parce que les 60 000 € qui ont été investis au départ permettent d'économiser 350 000 juste en développement, en maintenance, en évolution, etc. Et surtout en efficacité des équipes, c'est bien au-delà. Mm. Je ne sais pas si tu veux, alors parce que le temps passe. Rapide, je vais juste rajouter un point, Nicolas, si tu veux bien. Vas-y. Pourquoi est-ce que on m'a mandaté pour le faire? Parce que j'avais un œil neuf. Quand je suis arrivé dans la boîte, j'avais pas d'expérience donc j'étais tout nouveau. Je connaissais rien. Le métier actuel, je le connaissais pas. Donc moi, je suis arrivé, gros focus au-dessus, et moi j'ai pris vieille école, un papier crayon. J'ai été voir les chefs de projet et j'ai été voir comment est-ce que vous travaillez. De quoi avez-vous besoin pour travailler mieux? J'ai vraiment pris du recul par rapport à ça. Bah, de toute façon, j'avais pas le choix, je connaissais rien. Donc forcément, tu prends du recul et tu ouvres les yeux et tu es vraiment open sur tout ce qui peut se passer, aussi bien en bien qu'en mal. Donc, et à partir de là, tu as une feuille blanche, donc tu peux construire. Et c'est pour ça qu'un accompagnement extérieur est forcément bien meilleur que travailler en interne, la tête dans le guidon, c'est pas possible, parce que on vient avec, il n'y a pas d'a priori en fait. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de connaissance. C'est feuille blanche, et là, dit bah, je vais construire. Et moi, j'ai pris mon papier crayon, et enfin bon, au départ, comme ça, très rapidement, j'ai quand même fait un Google Doc pour écrire un peu tout ce que je prenais comme idée. Et c'est à partir de ces idées-là, après, que j'ai commencé à organiser, à construire. C'est ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. Mais avant, c'est une récolte du besoin. Cette récolte, elle est impérative, elle est nécessaire au bon fonctionnement. Et après, on va faire l'analyse fonctionnelle. Et après, simplement, on va commencer à parler technique. Et analyse technique, ça ne veut pas dire choisir de l'outil. C'est simplement faire, est-ce que j'ai besoin d'une base de données? Oui, non. Est-ce que j'ai besoin d'organiser un vrai Meurize ou pas? Est-ce que j'ai besoin de me mettre des contraintes là-dessus? Et après, on va parler un petit peu argent, on va parler outils, et après simplement, on mettra les mains dans le développement. Mais toute cette phase-là, c'est les 80% qui sont les plus importantes du projet. Le développement, si on le fait en 18 mois, on le fait en 6 mois, ok, ça va peut-être dépendre du projet. Est-ce qu'il est énorme ou pas énorme? Est-ce qu'on a des outils qui sont lourds ou pas lourds? Après, c'est un autre débat. Mais le débat à la base, c'est bien les 80% d'analyse. Et là, faites-vous accompagner. Et je rajouterai, alors il y a un ministre que j'apprécie pas forcément, mais qui a dit assez récemment quelque chose d'assez judicieux, que Existe ça? un projet, c'est même toi qui me l'as dit, je crois, un projet c'est 10% l'outil et 90% C'est moi qui te l'ai dit, ouais. Mais je suis pas ministre, l'accompagnement, hein. Je suis pas ministre, Nicole. la gestion de transformation, pardon. Vas-y, redis-le-moi, vas-y. Moi, je disais, ouais, un bon projet, c'est 80% d'analyse et 1% de dev. Voilà, c'est à peu près la norme. C'est ce que moi j'ai appris déjà il y a 25 ans quand mes fondateurs m'ont enseigné ce que je devais faire. Et tous les jours, ça se vit. Tous les jours, ça se vit. Il faut bien penser qu'un projet, si on m'a toujours appris, un projet bien pensé, si ça te coûte 1000 € ton projet, s'il est mal pensé, ça te coûtera 10 000 €. Ouais. Parce qu'il va falloir, tu auras déjà dépensé 1000 € pour le développer, tu l'auras mis en service, tu auras un retour arrière, casser ce que tu as fait, redévelopper, réanalyser, refaire et refaire, et surtout le manque à gagner pendant tout le temps que tu devais le mettre en place et que tu n'as pas pu le mettre en place. Ouais. Et ça coûte un zéro de plus. Donc voilà, bien analyser, c'est la clé de la réussite. Et je rebondis sur Edouard qui nous écrit: «C'est aussi super d'arriver dans une entreprise qui permet de faire cela». Bien Alors sûr. je connais pas ta direction, mais je trouve aussi, moi aussi, remarquable qui t'ait supporté là-dessus, hein, qui t'ait encouragé là-dessus. Ah, et puis il me supporte tous les jours aussi. Ça ça je rentrerai pas dans ce détail-là. Non, mais oui, oui, bien sûr. Un grand merci à la direction de Coopérative U de m'avoir fait confiance déjà et d'avoir ouvert les portes, être suffisamment ouvert d'esprit pour pouvoir aujourd'hui avoir cet outil. Mais voilà, c'est grâce. Je suis dans un environnement, effectivement. Enfin, après 25 ans, j'ai trouvé une structure qui me convient. Voilà. Voilà, petite publicité quand même pour Coopérative U, Oui, oui, tout à fait. sympa. Et la DSI aussi, enfin en tout cas l'environnement tech aussi qui a accepté, hein, cette arrivée-là, parce que combien de moi je croise
de personnes qui me disent mon CTO, mon archi, mon DSI a dit non au visual programming, mais sans plus d'explications, juste voilà, c'est non. Donc, l'ouverture d'esprit des collègues aussi qui est Après, top. tu as d'autres possibilités. Tu le fais entre guillemets sous le manteau en temps perdu, et puis à un moment donné, quand tu arrives avec un produit qui tiens, j'ai un truc à te présenter, est-ce que c'est bien ou pas? Et puis, devant le fait accompli, malheureusement, ils n'ont pas trop le choix d'accepter que c'est bien. Voilà. Bon, ça je vais pas conseiller ça quand même. Mais, non, mais c'est une possibilité aussi. Il ne faut pas non plus dire ma direction m'a dit non, on ne fait pas, ben non, on ne fait pas. Tu peux aussi faire un peu de forcing, à condition d'avoir un peu de rein solide aussi. Voilà. Un petit jeune qui va débuter, qui va rentrer dans une entreprise, s'il va commencer au bout de 2 jours, il est dehors, c'est évident. Voilà. Encore une fois, grand merci à Coopérative U de m'avoir autorisé et de m'avoir soutenu sur ce projet d'envergure, c'est clair. Et mon conseil pour toi, Edouard, ou pour ceux qui seraient comme toi, parce que je sens une espèce de frustration, peut-être de ne pas être dans une entreprise ou d'avoir été dans des entreprises qui ne permettaient pas cela. Moi, c'est extrêmement important de réussir à trouver du sponsorship au placé. On est de nouveau dans de l'innovation de rupture. Si vous n'avez pas quelqu'un au placé qui est convaincu de l'intérêt de poursuivre ce travail-là, ça va être vraiment très, très compliqué. Et convaincre des personnes au placé, c'est pas finalement si compliqué. Alors, si elles sont 8 rangs hiérarchiques au-dessus de vous, effectivement, ça devient vite compliqué. Mais l'objet même de cette masterclass et de ces masterclass, c'est justement de véhiculer des exemples et que vous ayez ces exemples-là comme argument. Dire, mais attendez, moi, je comprends pas. Tu as le DSI à côté. Alors, je suis désolé, hein, je fais partie d'une DSI, donc je sais qu'il y a des DSI qui sont absolument géniales, mais il y a aussi certaines qui pour des raisons que je comprends, hein, en plus, freinent des 4 fers. Le DSI me dit que c'est pas possible parce que si, parce que ça, mais comment ça se fait que Sébastien, chez Coopérative U, il a réussi à le faire alors que la Sécu, elle est juste démentielle? Comment ça se fait qu'au ministère des Armées, ils ont réussi à le faire alors que c'est absolument démentiel? Comment ça se fait que à l'Agence spatiale européenne, ils arrivent à le faire à la Société Générale? Voilà. Donc c'est aussi des exemples que je veux donner à travers ça. Puis il y aura différents rendez-vous pour communiquer. Oui, il y a DocaPost aussi qui est très très bien, très avancé aussi sur ça, bien évidemment. Il y a certaines entités chez DocaPost qui sont assez avancées. Certainement. Ou à la Poste. Merci beaucoup, Sébastien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre par écrit. Puis bon, vous avez nos contacts. On est sur LinkedIn, donc vous avez forcément nos contacts aussi. N'hésitez pas. C'était vraiment super. Bon, on a glissé, mais on savait qu'on glisserait. On savait. Juste pour vous dire, ceux qui écoutent encore, rien que la préparation, on s'est dit, bon, on prépare, il va falloir qu'on tienne une demi-heure. La préparation durait plus d'1 heure, il y en avait encore plein de choses à se dire. Donc peut-être qu'on fera une deuxième session. Voilà. Avec grand plaisir, toujours. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui nous suivent. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Cette fois-ci, on va parler d'une autre petite entité qui s'appelle l'APHP, qui a fait le choix du low-code aussi. Alors, on va arrêter de parler pour une fois de WeWeb ou de Xano. On va parler de TimeTonic, solution souveraine française qui vaut vraiment le coup, qui est un make un peu moins avancé que Make sur certaines parties, en tout cas sur la partie UX, mais qui est vraiment souveraine, qui est vraiment français et qui permet de faire des choses géniales. On va avoir l'exemple avec du coup les hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, je crois que c'est une équipe de 5 personnes à part entière qui sont des citizen dev focalisés, centralisés sur l'utilisation de cet outil pour l'ensemble des bénéfices. Je ne sais plus combien, je crois qu'ils sont plus d'une centaine de milliers d'employés avec des milliers d'utilisateurs des applicatifs créés. Donc, rendez-vous dans 2 semaines, ça va vraiment être chouette aussi. Je vais changer le teasing, je vais faire un teasing un peu plus soft, je crois. Mais voilà. Merci à tout le monde. Isabelle, c'est juste pour finir, un conseil méthodo pour l'analyse des besoins, n'hésite pas, tu peux me solliciter sur LinkedIn, je te répondrai directement. Eh ben, c'est top. Voilà. Merci à tout le monde. Bonne journée, bon après-midi. Bon courage. Et à très bientôt. Allez bien. Allez, à plus tard. Merci Nicolas. À plus. Ciao. Bon, on a débordé. On le savait qu'on